Première question, hein, avant de me lancer et de m'emmêler dans des sables mouvants où je ne veux dire que des bêtises. Première question, est-ce qu'il existe une anthropologie de l'ordinaire, en quelque sorte, qui n'irait pas chercher forcément, j'ose pas dire des sujets exotiques, mais qui n'irait... En gros, très souvent, l'idée d'anthropologie est liée à l'idée de rareté, de peuplade éloignée, etc. Il me semble que vous défendez au contraire une anthropologie de l'ordinaire, de la chose la plus banale, c'est pas non plus le mot, mais en tout cas vécue au jour le jour. Rectifiez déjà toutes les erreurs que j'ai pu faire. C'était dans les grandes lignes, c'était ça. Effectivement, mon travail, anthropologie de l'ordinaire, ça veut dire que traditionnellement, l'anthropologie s'est beaucoup tournée vers les peuples dits exotiques, comme vous le savez, et puis avec la décolonisation, ces peuples-là, évidemment, ont eu leur autonomie, et c'est tant mieux. Et du coup, les anthropologues ont eu moins de travail pour faire des... Donc, il y a eu dès les années 50, en fait, un retour sur la société française, en fait, où les méthodes d'études des peuples dits exotiques, qui pour moi ne le sont pas, ces méthodes-là ont été remobilisées sur les territoires français. Donc on a vu, on parlait à midi là, de Jeanne Favre-Sada qui avait travaillé sur la sorcellerie dans le bocage en Mayenne, par exemple. Oui. C'est cette époque-là, en fait, des années 60-70. On a travaillé sur les bandes de jeunes, qu'on appelait les loupards à l'époque. Lui, c'est un peu tombé en désuétude, mais à l'époque, on appelait ça... Donc, et puis l'anthropologie urbaine, que je pratique aujourd'hui, est née aussi à cette époque-là. Et c'est intéressant parce que l'anthropologie, si vous voulez, c'est l'étude de l'homme, avec un grand H, l'espèce humaine en contexte, dans son environnement. Et du coup, cette définition, moi je la garde complètement, mais pour ce qui existe autour de moi, c'est-à-dire la zone périurbaine pavillonnaire où j'habite depuis 20 ans, c'est-à-dire la petite ville où je suis né, c'est-à-dire la grande ville où je vais travailler. Tous ces terrains qui sont des terrains de proximité, à l'inverse de tout ce qu'ont pensé les anthropologues, plutôt que Lévi-Strauss considérait que plus c'était loin, plus c'était intéressant. On peut s'inscrire en faux avec ça et considérer qu'on ne voit plus non plus ce qui se passe à côté de chez nous, parce que, je ne sais plus qui disait, c'était Krakauer, un écrivain qui disait ce qu'il y a d'exotique dans les pays exotiques, c'est juste le touriste. En fait, c'est le seul élément exotique des pays exotiques. Ça veut bien dire qu'on a beaucoup à apprendre aussi de ce qui se passe autour de nous. Et l'attention à l'ordinaire, effectivement, ce que vous avez dit est tout à fait juste. Anthropologie de l'ordinaire, ça veut dire que je m'intéresse à ce qui est près de moi, comme j'ai dit, mais aussi à des situations qui ne fonctionnent pas. Je suis fasciné par l'échec, en fait. Pas le mien, mais celui des autres. Mais je vais vous prendre des exemples très simples, c'est-à-dire, je travaille longtemps dans l'action sociale et l'action médico-sociale, et travailler par exemple sur des situations de communication entre éducateurs et pensionnaires et adolescents, par exemple. Et là, dans ce monde-là, dans ces institutions-là, souvent il n'y a rien qui fonctionne, en fait, parce que il y a des échanges d'insultes, des situations de communication extrêmement difficiles. Et c'est plus intéressant de travailler... Alors là, l'ordinaire, qu'est-ce qui est ordinaire là? C'est justement toutes les anomalies, tout ce qui, moi, m'intrigue, et je travaille à partir de ça, en fait. Et c'est un peu ma méthode de toujours travailler à partir de ce qui ne fonctionne pas. Et ici, c'est une communication qui ne marche pas. Et puis c'est à partir de là qu'on peut comprendre mieux le monde. Parce que, enfin, c'est une longue histoire après, mais voilà, c'est quelque chose qui... Là, cette jeune femme qui fait la manche dont vous parliez, ce qui se passe, par exemple, c'est que la rencontre avec elle provoque chez moi un malaise. C'est-à-dire que, et je pars de ce malaise dans mon enquête, c'est-à-dire ce qu'on appelle le trouble psycho-affectif. C'est le départ de toute enquête, ça, en fait. Si vous n'avez pas de trouble psycho-affectif, si vous n'êtes pas étonné, scandalisé, en colère, ému, etc., par une situation, c'est difficile d'enquêter. Moi, c'est ce que je dis aux étudiants. Il faut être... au départ, il faut rien comprendre, en fait. Il faut voilà. Et ça part donc de ce malaise, de cette jeune femme qui par un échange de regards, me donne l'impression d'être à la fois dans une situation de souffrance et en même temps de proximité par rapport à moi. Familiarité rompue, j'avais essayé d'appeler ça comme ça. C'est-à-dire que ça pourrait être une sœur, une cousine, une amie qui se retrouve là. Alors même qu'elle est visiblement, elle vient de très loin, elle vient d'Europe centrale. Et voilà, alors c'est ça la situation de l'anthropologie de l'ordinaire, c'est ça. C'est pas le banal, c'est ce qui relève de l'anomalie et de l'inacceptable quelque part. Je voudrais
Je voudrais juste vous citer où vous écrivez à propos de cette enquête sur cette jeune femme, et qui ne marche pas très bien, l'enquête, il y a beaucoup de difficultés. Rien ne doit plus nous inciter à la méfiance que les aventures réussies. Mais il y a quelque chose de fondamental qui est différent aussi de l'approche anthropologique traditionnelle, parce que vous dites que vous choisissez une anthropologie, que vous choisissez vos objets d'étude dans la vie courante, dans l'ordinaire, dans votre environnement, etc. Mais il y a quand même autre chose qui fait une différence fondamentale, c'est que l'anthropologue lui-même devient un objet de l'enquête. Et ça, normalement, l'anthropologue, d'une certaine manière, il arrive face à une population, face à un terrain, je ne sais quoi, avec son savoir, avec ses outils, avec ses instruments, et il ne s'interroge pas ni sur la validité de sa démarche, ni sur ses propres échecs, ses propres errements, ça ne fait pas partie de son travail, à aucun moment. Or, non seulement chez vous, ça fait partie du travail, mais c'est au cœur du travail. Et là, véritablement, on pourrait dire que c'est, d'une certaine manière, l'histoire. Je dis l'histoire parce qu'on est on est dans la narration quand même. Hein. Encore une fois, on n'est pas loin du roman. L'histoire de cet enquêteur et ses propres interrogations et ses propres doutes. Vous permettez que je prenne un exemple, c'est pas un roman, quoi que j'ai pu en dire, c'est pas tout à fait un policier, donc je vais pas dévoiler la fin ou tuer le suspense dans l'œuf en vous disant. Donc, l'anthropologue passe au volant de sa voiture tous les jours au même endroit, il est très intrigué par cette jeune femme, il est aussi intrigué par sa propre réaction, comme si elle avait déclenché chez lui un phénomène un petit peu mystérieux. Il essaye autant de savoir en quoi consiste ce phénomène personnel, quelle peut être la vie de cette femme, d'où elle vient. On n'est pas tout à fait... Et alors, que va-t-il faire ? Il va repasser chaque jour au même endroit en ayant sur le siège du passager un de ses amis, à qui il va faire subir une sorte d'examen. En faisant une réflexion, toujours la même, en disant quand même, je la cite de mémoire, c'est peut-être pas exact, mais ça doit quand même être dur comme travail, pour voir comment va réagir la personne d'à côté. La personne d'à côté qui est l'espèce de cobaye, d'une certaine manière, il va y avoir des réactions très différentes. Et chacune de ces réactions va apporter de l'eau au moulin du chercheur. C'est une méthode très particulière, très amusante. Je ne sais pas si elle est validée scientifiquement, mais c'est assez curieux déjà. Et puis c'est assez amusant, parce que on s'est tous trouvés dans cette situation, d'avoir quelqu'un qui tape au carreau pour vous en faire la manche. Et puis c'est des situations généralement un petit peu embarrassantes. Et chacun s'en tire plus ou moins d'une manière ou d'une autre. Et chacune de ces manières est étudiée, décortiquée et est instructive. Et c'est finalement ça l'objet de l'enquête, peut-être. Oui, tout est lié quelque part. C'est-à-dire que l'idée est que nous sommes à distance du monde de l'expertise en général. Là, en l'occurrence, cette jeune femme est Rome. Et sur les Roms, à cette époque-là, on était assaillis d'expertise surplombante qui venait par le haut des politiciens qui eux-mêmes consommaient de l'expertise à tour de bras, de tous les think tanks, etc., qui nous disaient les Roms sont un groupe homogène qui généralement était indésirable un peu partout dans les pays d'Occident. Et puis, c'est quelque chose qui me gênait profondément, parce que quand ce regard-là vous foudroie et vous ramène à des abîmes d'incertitude et d'émotions, ça devient très difficile en fait de considérer que les Roms sont un groupe composé d'individus à peu près identiques qu'on baladerait comme ça d'un pays à un autre. Parce que toute expertise, elle fabrique l'opinion, elle fabrique nos représentations en fait. Et moi, c'est quelque chose qui me pose problème, dans la mesure où je pense que nous pouvons nous-mêmes être experts de notre quotidien. Ce petit laboratoire vivant que je crée là, n'importe qui peut le créer. On est tous capables de faire ça, de créer une petite méthode pour mieux comprendre une situation qu'on ne comprend pas. Donc c'est une espèce d'appel à sortir de l'expertise surplombante pour revenir à une expertise, parce que pour moi il y a une valeur d'expertise là-dedans, pour comprendre ce rapport d'altérité en étant soi-même acteur, et puis surtout, pour ça que vous parlez de romans, je suis très content, ça se lit comme des romans, mais ce n'est pas des fictions.
Ça veut dire que le lecteur, il va partager ce que je vis. C'est pour ça que je parle de moi aussi. Et il se met à ma place, normalement. Ça marche comme ça, un roman. Et l'expertise, du coup, est consommée de façon par identification. Et on n'est plus tout à fait en bas de l'échelle à simplement consommer l'expertise des sachants. Moi, je trouve... j'ai vraiment un problème avec ça, parce que, si vous voulez... D'où vient l'expertise? C'est toujours la question. On va parler des petites villes tout à l'heure, mais toutes les expertises sur les petites villes et sur les territoires ruraux se font depuis les grandes villes. Les laboratoires de recherche, ils sont dans les grandes villes. Mais ça, quand l'expertise est donnée, jamais personne n'en parle. Jamais aucun expert ne dira peut-être que mon regard, il est urbano-centré, ça veut dire soumis à des représentations que j'ai fabriquées dans ma ville et qui me rendent sans doute un peu moins compétent pour comprendre des représentations qui ne sont pas les miennes, ou des territoires. Et c'est ça la question que je pose fondamentalement, c'est quel est notre lien à l'expertise, et quel est le lien que quelqu'un d'extrêmement théorique, d'extrêmement surplombant met à l'expertise en fait. Philippe Cadic, un auteur de science-fiction, disait que toute théorie est une manifestation de paranoïa. Il était un peu lui-même paranoïaque. Mais en tout cas, c'est intéressant, ça veut dire que la théorie, plus on va créer des théories très, très rigides, très robustes, très à distance, très surplombantes, et plus on se protège du réel. C'est le problème toujours. Et malheureusement, nous consommons que à peu près 99% et même 100% de théories comme ça qui nous laissent à distance. On devient passif en tant que citoyen. C'est un peu la question que je pose en reprenant le récit. Si on fait des récits d'expertise, alors là on peut se projeter.